Un sombre secret rôdait sous la façade tranquille de Bellecombe, un danger qu'un vétérinaire et son fidèle chien étaient sur le point de déterrer, risquant le tout pour le tout. Ce qu'ils découvrirent dans ce domaine isolé changerait leur vie et celle du village pour toujours. Vous ne croirez pas au courage de ce chien. Regardez jusqu'à la fin. Et si les histoires de loyauté et de dépassement de soi touchent à votre cœur, laissez un like, commentez votre histoire animale préférée et abonnez-vous pour plus de récits comme celui-ci. Par un après-midi de mai 1916, Mars particulièrement gris, un unique hennissement désespéré, presque humain, déchira le silence de la paisible Bellecombe, un son qui se nicha dans la poitrine du docteur Arthur Dubois, 38 ans, comme un mauvais présage. Vétérinaire nouvellement arrivé, Arthur cherchait dans la tranquillité rurale un baume pour le récent veuvage qui le hantait, une ombre que même la loyauté indéfectible de Tonnerre, son chien croisé couleur caramel au regard rusé, ne parvenait pas à dissiper complètement. Tonnerre, sauvé d'un passé de mauvais traitements, nourrissait une peur viscérale des orages et des espaces confinés, mais sa dévotion à Arthur était l'encre du vétérinaire, un phare de chaleur dans une mer d'incertitude. Bellecombe, avec ses maisons modestes et son rythme somnolent, semblait le refuge idéal, un lieu où le temps s'écoulait comme du miel épais, promettant la guérison. Arthur, un homme intrinsèquement empathique, mais rendu sceptique par la perte et par quelques déceptions professionnelles qui l'avaient fait douter de la bonté intrinsèque qu'il voyait autrefois dans le monde, luttait pour reconstruire non seulement sa clinique, mais lui-même. Son conflit intérieur résidait dans la difficulté de se permettre de ressentir pleinement à nouveau, que ce soit le manque lancinant de l'absence ou la joie fragile d'un nouveau départ. La vie, pour lui, était devenue un livre dont les pages les plus vibrantes semblaient avoir été arrachées. Les 2 premiers mois à Bellecombe furent une étude de la quiétude et de l'attente. La clinique d'Arthur, installée dans une vieille maison avec un petit jardin qu'il rêvait de faire fleurir, restait plus vide qu'il ne l'aurait souhaité. Les tuiles usées semblaient soupirer avec le vent, faisant écho au vide dans sa poitrine. Les habitants du village, des gens de peu de mots et de gestes mesurés, méfiants envers les étrangers, tardaient à venir le voir. Ils échangeaient des regards curieux, mais leurs portes restaient fermées, tout comme leur cœur. Tonnerre, cependant, avec sa queue toujours remuante et une sympathie désarmante, se liait facilement d'amitié avec les autres chiens, et c'est lors de leurs promenades matinales, quand la rosée couvrait encore l'herbe comme un voile argenté, qu'Arthur commença à absorber l'atmosphère locale. L'odeur de terre humide et de café frais flottait dans l'air, une promesse de simplicité à laquelle il aspirait tant. De ces matins, en passant devant l'entrée imposante du domaine de M. Antoine Lefebvre, un homme de peu de mots et de beaucoup de terre, dont les terres s'étendaient à perte de vue, Tonnerre s'arrêta soudainement. Les poils de sa nuque se hérissèrent, et un grognement bas, guttural, vibra dans sa poitrine, dirigé vers l'intérieur de la propriété. Ses yeux, normalement pleins d'une intelligence joueuse, se fixèrent sur un point invisible au-delà, des grilles en fer forgé, comme s'il flairait une menace ancestrale. Arthur, distrait par ses propres pensées, l'esprit repassant les comptes et le manque de clients, se contenta de tirer doucement sur la laisse. « Calme-toi, mon garçon, » murmura-t-il. « Ce doit être juste un animal sauvage. » Il n'y prêta pas attention, mais l'image du chien tendu, un gardien silencieux face à un danger inconnu, resta dans un coin de son esprit. Les murmures sur le « Monsieur Lefebvre » ne tardèrent pas à parvenir aux oreilles d'Arthur, portés par le vent qui balayait les champs et par les conversations fragmentées qu'il entendait dans la petite épicerie de Monsieur Elias, le seul établissement qui rappelait vaguement les cafés d'antan, où des hommes au chapeau à large bord buvaient leur eau-de-vie locale et échangeaient des informations avec la même prudence qu'ils négociaient du bétail. Ils parlaient de la poigne de fer du Monsieur Lefebvre, d'une efficacité qui frôlait la froideur, d'animaux traités comme de simples objets de production, et d'une cruauté voilée, d'un tempérament explosif que personne n'osait affronter, directement. Des histoires d'employés licenciés pour des broutilles, de chevaux poussés à bout, de chiens de chasse qui disparaissaient. Arthur, pragmatique,
écarta initialement les rumeurs comme des exagérations typiques des petites communautés, où l'imagination florissait en l'absence de grands événements. La perte de son épouse, Clara, lui avait appris à être prudent avec les émotions à fleur de peau, y compris les siennes. Il s'accrochait à la logique, au tangible, comme un naufragé à un morceau de bois. Cependant, ce hennissement désespéré de Mars, si aigu et souffrant, continuait de résonner dans sa mémoire, défiant sa logique et alimentant une gêne croissante, une petite graine de doute qui commençait à germer dans son sol intérieur, auparavant si aride. L'espoir de trouver la paix à Bellecombe semblait, par moments, un mirage lointain. Le 2e mois, une petite lumière apparut. Un agriculteur local, José Dubois, homme aux mains calleuses et au visage marqué par le soleil, vint voir Arthur avec un veau souffrant d'une pneumonie sévère. Arthur se consacra à l'affaire avec ardeur, passant des nuits blanches au chevet de l'animal fébrile. Le veau survécut. Le paiement fut modeste. Une 12aine d'œufs frais et la promesse d'un sac de maïs à la prochaine récolte. Pour Arthur, le coût financier était une contrainte supplémentaire sur sa ceinture déjà serrée, mais le regard de gratitude de José Dubois et le salut respectueux qu'il reçut dans la rue le lendemain valurent bien plus. C'était une minuscule brèche dans le mur de méfiance du village. Tonnerre, toujours à ses côtés à la clinique, semblait comprendre l'importance de ces petits gestes, offrant un joyeux aboiement lorsque José Dubois repartit avec le veau, rétabli. Peu après, Madame Catherine, une dame âgée aux cheveux blancs comme du coton et aux yeux qui semblaient porter la sagesse des générations, arrêta Arthur à la sortie de l'épicerie. Elle était connue pour ses tisanes médicinales et pour sa langue bien pendue qui n'épargnait personne, mais aussi pour une compassion discrète. Elle tendit à Arthur une petite tasse en argile fumante. « Une tisane pour l'âme, docteur, » dit-elle, la voix rauque, mais ferme. Parfois, ce qui fait mal à l'intérieur est plus difficile à guérir que n'importe quelle maladie d'animal. Arthur remercia, surpris et un peu déconcerté. Ces mots, et le regard pénétrant qui les accompagnait, touchèrent une corde sensible, suggérant que sa douleur invisible n'était pas si invisible que ça. Il but la tisane, amère et aromatique, sentant une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Une sensation qui n'était ni joie ni tristesse, mais quelque chose entre les deux. Une acceptation momentanée. Le 3e mois apporta les premières fortes pluies de la saison. Par une nuit particulièrement violente, le ciel de Bellecombe fut déchiré par les éclairs et le son du tonnerre grondait comme des canons lointains. Tonnerre, qui était normalement la personnification du courage canin, se transforma. Il tremblait de manière incontrôlable, le corps recroquevillé, les yeux écarquillés de terreur. Il chercha refuge sous le lit d'Arthur, gémissant doucement à chaque coup de tonnerre. Arthur, réveillé par le désespoir de son ami, s'agenouilla près du lit, tendant la main. « Tout va bien, mon garçon. Je suis là, » murmura-t-il, la voix calme, contrastant avec la fureur de la tempête dehors. Il resta là pendant des heures, parlant à Tonnerre, caressant sa tête, jusqu'à ce que le pire de l'orage passe et que le chien, épuisé, s'endorme le museau posé sur sa main. Cette nuit-là, dans le partage de la vulnérabilité, le lien entre l'homme et le chien s'approfondit. Arthur comprit la profondeur du traumatisme de Tonnerre, sa peur des orages et des espaces confinés étant les cicatrices d'un passé qu'il ne pouvait qu'imaginer. Et Tonnerre, dans sa terreur, trouva une sécurité inébranlable dans la présence de son humain. Ce fut au cours de ce même mois que le jeune Jacques, fils d'un petit agriculteur nommé Manuel, un garçon d'une dizaine d'années aux yeux vifs et aux mains salies par la terre, s'approcha d'Arthur, le visage baigné de larmes. Il tenait une laisse usée dans ses mains. « Docteur », commença-t-il, la voix étranglée. Filou a disparu. Filou était son chien croisé, un compagnon inséparable de ses aventures à travers champs. Jacques raconta en secret qu'il avait vu Filou courir en direction des terres de Monsieur Lefebvre, attiré par une odeur, et qu'il ne l'avait plus revu. Il avait peur d'en parler à son père, déjà préoccupé par les comptes, et encore plus peur d'approcher le domaine du Monsieur Lefebvre. Le désespoir de l'enfant toucha Arthur d'une manière qui le surprit. Il voyait en Jacques un reflet de sa propre perte, la douleur brute de l'absence. Il promit d'aider,
même s'il savait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Poussé par l'angoisse de Jacques, Arthur commença à mener ses propres investigations discrètes. Lors d'une de ses promenades avec Tonnerre, il s'écarta du chemin, habituel, et s'approcha de la clôture qui délimitait la vaste propriété de Monsieur Lefebvre, à l'endroit indiqué par Jacques. Tonnerre, une fois de plus, se montra inquiet, flairant le sol avec insistance et émettant un faible gémissement. Arthur examina attentivement la zone. Il trouva de petites empreintes de pattes, qui pouvaient être celles de Filou, et puis, accroché à un buisson épineux, un petit morceau de tissu bleu effiloché, de la même couleur que la laisse que Jacques lui avait montrée. Un frisson lui parcourut l'échine. Le soupçon, auparavant une ombre diffuse, commençait à prendre forme, mais se heurtait de front à son désir d'éviter les conflits, de simplement trouver la paix. Ce morceau de tissu était comme une écharde, lui rappelant que l'inaction avait aussi un prix. Il pensa à la manière dont les vérités dérangeantes, tout comme les racines des vieux arbres, se cachent souvent sous la surface, attendant le bon moment pour percer le sol. Au 4e mois, Arthur tenta de sonder d'autres habitants sur la disparition d'animaux. Les réponses étaient évasives, les regards se détournaient. Un mur de silence et de peur semblait entourer tout sujet lié à Monsieur Lefebvre. Dans l'épicerie de Monsieur Elias, l'air devenait lourd lorsque le nom du fermier était mentionné. Un après-midi, alors qu'il buvait un café amer au comptoir rustique, Monsieur Elias, un homme grisonnant de peu de mots mais observateur avisé, essuya lentement un verre et dit, sans le regarder directement, « Docteur, il y a des eaux qu'il vaut mieux ne pas remuer. Certaines choses dans ce village sont comme elles sont, et essayer de les changer n'apporte que plus de problèmes. » L'avertissement était clair, un code de conduite non écrit de cet endroit, où la survie dépendait, souvent de ne pas voir, ne pas entendre et ne pas parler. Arthur sentit le poids de ce conseil, la solitude de sa quête de réponse. La foi en la justice semblait une flamme vacillante dans un coup de vent. La tension monta lorsque, par une matinée ensoleillée, M. Antoine Lefebvre lui-même apparut à la clinique d'Arthur. Il amenait un de ses chevaux, un magnifique étalon noir pour soigner une petite blessure à la patte. Le monsieur Lefebvre était un homme grand, imposant, habillé avec soin dans un style campagnard. Sa politesse était impeccable, presque charmante, mais ses yeux, d'un bleu glacial, ne montraient aucune chaleur. Pendant qu'Arthur examinait le cheval, le monsieur Lefebvre posa des questions désinvoltes sur ses affaires, sur son adaptation à Bellecombe, sur son passé. Les questions étaient déguisées en courtoisie, mais Arthur sentit un sous-texte d'investigation, une subtile intimidation. Tonnerre, qui était couché dans un coin, leva la tête et grogna doucement. Un son presque inaudible, lorsque le monsieur Lefebvre s'approcha trop d'Arthur. Le monsieur Lefebvre lança un regard rapide et dédaigneux au chien avant de reporter son attention sur Arthur. « Vous avez là un chien croisé courageux, docteur », commenta-t-il, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Quand le monsieur Lefebvre partit, laissant derrière lui l'odeur de cuir cher et une sensation de malaise, Arthur sentit un frisson, malgré la chaleur du matin. Cette rencontre renforça le sentiment qu'il avait affaire à une force puissante et potentiellement dangereuse. Le 5e mois apporta un petit rayon de lumière inattendu. Un matin, Arthur trouva sur le seuil de sa clinique un petit oiseau en bois, sculpté avec une simplicité touchante, les ailes ouvertes comme s'il était sur le point de prendre son envol. Il n'y avait pas de mots, mais il sut immédiatement que c'était un cadeau de remerciement de la famille de Jacques. Il avait récemment soigné une des poules de la famille, qui était malade. Ce petit objet artisanal, fruit de mains humbles, représentait une connexion, une reconnaissance. C'était un rappel que la bonté existait toujours, même dans les endroits les plus sombres. Arthur posa l'oiseau sur son bureau, où il pouvait le voir tous les jours. C'était un petit symbole d'espérance, un témoignage que ses efforts, aussi modestes soient-ils, n'étaient pas vains. Tonnerre, cependant, semblait de plus en plus perturbé. Pendant les promenades, il commença à tirer Arthur avec insistance en direction d'une zone reculée de la propriété du monsieur Lefebvre, un endroit couvert de hautes herbes et d'arbres tordus,
loin de la maison principale et des champs cultivés. Là, près d'un vieux hangar en bois, avec des planches pourries et un toit partiellement effondré, Tonnerre devenait agité. Il gémissait, flairait l'air et creusait frénétiquement la terre près de la structure décrépite. Arthur, intrigué et inquiet du comportement du chien, décida d'enquêter. Avec prudence, il s'approcha du hangar. L'odeur qui en émanait était âcre, un mélange de moisis, d'excréments et d'autres choses, une odeur malsaine qui lui retournait l'estomac. Il vit de vieux abreuvoirs vides, couverts de mousse verte. Et puis, par une fente entre les planches, il lui sembla voir un mouvement rapide, une ombre fugace à l'intérieur. Un frisson de mauvais augure le parcourut. Quoi qu'il se passe là-dedans, ce n'était pas bon. Ce fut le premier moment où la peur réelle, physique, lui serra la poitrine, depuis qu'il était arrivé à Bellecombe. La décision de confronter directement le monsieur